Bonjour les premières HLP, Humanité, Littérature, Philosophie, c'est votre première petite vidéo aujourd'hui. C'est une vidéo qui peut parfaitement être écoutée aussi par les terminales L pour la première partie du cours sur la science en ce qui concerne Galilée. Alors pourquoi Galilée? Je vais revenir un petit peu sur les enjeux précédents du cours. Je vous rappelle que notre thème de deuxième semestre, c'est les représentations du monde. Donc les représentations du monde, on avait défini en classe ce que c'était qu'un monde. Un monde, c'est pas la totalité de ce qui existe, parce que j'ai jamais accès à la totalité de ce qui existe. Donc un monde, c'est surtout ce que je me représente. Donc le monde connu, le monde de mes représentations, l'ensemble de ce qui existe pour moi. Donc il y a des choses qui ne font pas du tout partie de mon monde, des pays que je n'ai jamais visités, des galaxies lointaines, des gens que je n'ai jamais rencontrés, des cultures qui me sont étrangères, inconnues, etc. Donc on avait commencé cette partie sur les représentations du monde par la question d'autrui. Pourquoi ? Parce que en fait ça permettait de vous amener à l'idée que le monde, c'est pas forcément uniquement le monde au sens géographique ou cosmologique, mais le monde c'est aussi l'ensemble de ce que je me représente. Et dans mon existence, dans ce que je me représente, le monde c'est aussi les autres. Et pour la question d'autrui, on avait privilégié l'analyse d'une question qui, moi, m'a toujours passionnée, c'est la question du monstre. À travers le film Freaks, on avait vu finalement que ce que nous considérons comme le monstre peut se traduire finalement par un petit peu l'immonde, donc la frontière du monde, ce que nous considérons comme au-delà du monde. Et pourtant, à partir du moment où c'est pensé, où c'est représenté, ça fait tout de même partie du monde de mes représentations et du monde connu. Donc ce film était passionnant puisqu'il permettait de poser la question: qui est le monstre? Est-ce que c'est le personnage du film? Est-ce que ce sont les personnages qui sont eux-mêmes des freaks? Est-ce que ce sont les autres? Ou est-ce que c'est le spectateur aussi qui est finalement obligé de regarder et à qui le réalisateur fait se poser la question: mon Dieu, qu'est-ce que je regarde? Est-ce que finalement je suis quelqu'un qui aime regarder des choses monstrueuses? Est-ce que ce n'est pas moi le monstre finalement? Quel regard je porte sur ces personnages? Est-ce que je les considère comme des égaux ou pas du tout? Donc voilà, le film permet de mettre en scène 3 formes de monstres. Le freaks réel, qui travaille dans le cirque, donc la personne qui a une particularité physique comme les sœurs siamoises ou autres. Les personnages qui sont monstrueux moralement, qui sont les personnages qui vont vouloir profiter du monstre et notamment de Hans. Et puis le spectateur qui finalement est confronté quelque part au monstre et qui dans son regard et dans les réactions finalement qu'on a quand on regarde le film, qu'on a bien vu en classe, dans ses réactions montre que lui aussi peut avoir un regard sur l'autre qui ne le considère pas totalement comme un égal. Voilà, donc l'autre c'est un autre que moi. En quel sens peut-il être mon égal? En quel sens est-il forcément différent puisque c'est l'autre? Ça c'était notre première question, puisque ma représentation humaine du monde, elle implique la présence d'autrui. Alors, il y a 2 autres parties que je vais vous proposer dans le cours. Les représentations du monde du point de vue culturel et géographique. Et d'abord, la grosse partie qui va nous fournir notre lecture suivie, dont on avait parlé, c'est la représentation du monde au sens cosmologique. Qu'est-ce que c'est que ce monde qu'on essaye de penser comme une totalité, même si on n'y arrive pas? Et c'est pour ça que je vous ai mis en ligne les textes de Galilée, mais pour l'instant, voilà, il faut vraiment passer d'abord par la vidéo, passer d'abord par les petites explications, et ensuite, de toute façon, je vais faire la lecture avec vous en vidéo. Donc d'abord, cette petite vidéo de présentation. Alors, vous savez bien ce que c'est que l'astronomie, ou ce qu'on appelle parfois aussi la cosmologie, héritée d'un terme grec qui est le cosmos, qui est un très joli mot. Vous savez aussi, parce que ça fait partie de notre culture commune, qu'on est passé d'un système d'hypothèses scientifiques à un autre, et il faut bien se rendre compte que ce sont 2 systèmes d'hypothèses scientifiques. Le premier système d'hypothèse était le système qui a été privilégié pendant l'Antiquité grecque, c'était l'hypothèse géocentrique, donc l'hypothèse selon laquelle, quelque part, la Terre est au centre du monde connu et les autres astres sont en mouvement autour d'elle, mais la Terre peut difficilement être pensée comme étant en mouvement parce que ça nous confronterait à un tas de conséquences que nous ne pouvons pas encore penser. Alors, on verra que ce n'est pas la seule hypothèse qui existe dans le monde antique. On verra aussi pourquoi cette hypothèse est scientifique et pas du tout de l'ordre de la superstition, de la pure croyance ou même de la religion d'ailleurs.
Voilà, puisqu'une certaine doxa sur cette question consiste à dire que la religion chrétienne a privilégié cette hypothèse naît dans un monde où la religion chrétienne n'existe pas. L'Antiquité grecque ne connaît pas du tout la religion chrétienne, connaît finalement un certain nombre de croyances religieuses qui sont des croyances polythéistes, dans lesquelles on n'a pas cette représentation d'un être omniscient, etc., qui serait un Dieu unique, comme on a dans l'univers chrétien après, dans lequel est Galilée précisément. Donc voilà, il ne faut pas confondre, ce sont bien de représentations scientifiques dont je parle, et la question religieuse, elle est assez... elle n'est pas centrale ici dans notre questionnement. Évidemment, les scientifiques vont être confrontés à l'ensemble des représentations de leur époque, et ça aussi, ça fait partie des représentations du monde, on va en parler, mais ce n'est pas central, puisque nous, notre question, c'est vraiment comment on est capable de se représenter en tant que scientifique, le monde, comment cette représentation du monde, elle a évolué, elle fait naître plusieurs hypothèses en fait, pourquoi l'une est privilégiée par rapport à l'autre, et qu'est-ce que ça dit de notre manière, de notre capacité de nous représenter le monde. C'est ça un petit peu l'idée qui va nous guider ici. Voilà, donc on va commencer par tout simplement, très simplement, l'hypothèse géocentrique. J'espère que je vais être claire. Je vais vous mettre des petits textes aussi sur cette question qui sont assez bien faits, qui ont été réalisés par notre inspecteur, et que donc je prends sans aucun problème. C'est un cours que j'ai tellement fait que j'ai peur d'être trop rapide en fait, parce que voilà, mais je vais essayer d'être claire. Alors, l'hypothèse géocentrique, donc je vous ai expliqué, ça va être notre grand point. Pourquoi l'hypothèse géocentrique a-t-elle été préférée ? Donc, pourquoi l'hypothèse géocentrique a-t-elle été préférée de l'Antiquité grecque jusqu'au XVIIe siècle? Alors, l'hypothèse géocentrique, je vous l'ai mis dans les documents PowerPoint. Je ne sais pas si on va très bien voir, là, parce que j'ai plus de feuilles pour mon imprimante, comme tout le monde, je pense. C'est ce système, un système de Ptolémée, qui a été pensé, qui est assez joliment représenté sur le dessin, puisque le schéma, est évidemment un schéma scientifique, mais c'est vrai qu'il implique un certain nombre d'illustrations qui pour nous semblent moyennement scientifiques. C'est des manières aussi de penser qui ont évolué peut-être. Alors, l'hypothèse géocentrique, elle est préférée dans l'Antiquité grecque à l'hypothèse héliocentrique qui existe. Un homme que vous connaissez, Pythagore, qui a beaucoup fréquenté les astronomes arabes, a déjà émis l'hypothèse que peut-être la Terre tourne autour d'une étoile qui est le Soleil, que peut-être c'est bien le Soleil qui est au centre du système, et puis que les astres, les planètes sont en mouvement. C'est une hypothèse qui était déjà celle des astronomes arabes, de l'Antiquité arabe, donc c'est très ancien, c'était de grands astronomes. Et puis Pythagore, qui fréquentait beaucoup le monde arabe par l'Égypte et puis la Perse, a connu cette hypothèse et l'a relayée lui aussi, il l'a pensée vraie. Et dans le monde grec, il y a un autre homme qui s'appelle Ptolémée, qui a écrit un livre qui s'appelle l'Almageste, dans lequel il privilégie l'hypothèse géocentrique. Pourquoi ? Non pas parce qu'il suppose que l'homme est au centre de tout, parce que dans le monde grec, ce sont les dieux en fait qui ont beaucoup d'importance. L'homme n'est pas du tout au centre de tout, il est justement fait par des mythes. Il n'est pas du tout question dans le monde grec d'une supériorité de l'homme sur le reste de l'univers connu ou du monde connu. Donc c'est pas ça, c'est vraiment une représentation qui est, j'insiste, scientifique. Ptolémée est un héritier de la philosophie d'Aristote, de la physique d'Aristote, et la physique d'Aristote permet assez bien de comprendre le système de Ptolémée. En fait, on ne sait pas comment les astres se meuvent, on n'a pas les moyens de l'observer, et même si on avait les moyens de l'observer, la question évidemment qui se pose en science, c'est que valent nos observations finalement? Est-ce que nous pouvons vraiment nous fier au témoignage de nos yeux? Est-ce que nous ne sommes pas un petit peu petits quand même pour observer vraiment les mouvements des astres? Vous savez bien que quand vous regardez le soleil, d'une part vous ne pouvez pas le regarder longtemps parce que vous êtes aveuglé, d'autre part vous ne le voyez pas à sa taille réelle, vous le considérez
comme une boule. Enfin, on voit dans les dessins d'enfants, en fait, c'est une boule de feu. On ne voit pas du tout une boule de feu quand on regarde le soleil. Donc, de la même façon, que valent nos observations? Alors, du coup, on ne peut pas vraiment passer par l'observation. C'est pas possible. Du coup, on va se poser en fait plusieurs questions dans la physique d'Aristote, liées finalement à une nécessité, voilà, scientifique dont je vais parler. Alors la question c'est, très bien, voilà deux hypothèses concurrentes. La Terre tourne autour du Soleil, c'est l'hypothèse qui n'est pas celle de Ptolémée mais qui existe déjà à l'époque. Si c'est le cas, la Terre devrait être en mouvement. Si la Terre est en mouvement, se pose donc la question du mouvement. C'est vraiment la question qui va être centrale, hein, de l'Antiquité grecque jusqu'à Galilée, jusqu'à Einstein, la question du mouvement va être centrale. Je ne sais pas si vous faites beaucoup de physique, mais en physique il y a deux questions centrales, deux concepts autour desquels s'articulent toutes les recherches de la physique, la matière, qu'est-ce qui est, voilà, l'étude de la roche, la chimie, etc., et le mouvement, comment les choses se meuvent. C'est la mécanique, c'est l'astronomie, etc., les calculs, etc. Bon, donc la question du mouvement, elle va être ici centrale parce qu'il ne s'agit pas du tout de faire des hypothèses à partir de rien, il ne s'agit pas du tout en fait d'imaginer, il ne s'agit pas du tout de construire un système dans lequel on se reconnaît, il s'agit en fait, il s'agit pas non plus d'observer, hein, c'est pas ça être scientifique, il s'agit de réfléchir à, parce qu'on n'a que ça en fait, hein, l'observation n'est pas fiable, quel est de façon raisonnable le meilleur finalement schéma qui pourrait expliquer comment sont les astres et comment se meuvent les astres, puisque dès l'Antiquité, enfin depuis toujours, les hommes regardent le ciel étoilé, ça les fascine, ça les questionne, et on a évidemment tous envie de savoir, encore aujourd'hui, hein, on est fasciné par la question des trous noirs, regarder le ciel étoilé, hein, ce qui n'est pas facile en ville, c'est tout de même quelque chose de fascinant à la campagne, de voir cette espèce d'éternité au-dessus de nous qui nous rappelle à quel point justement on n'est pas éternel. Tout cela est fascinant et l'homme n'est pas uniquement fasciné, il cherche à s'expliquer ces choses, il cherche à les comprendre, hein, ce qui est légitime. L'homme a par nature le désir de connaître, disait Aristote, et c'est vrai. Donc, dans la physique d'Aristote, on trouve l'idée que si la Terre est en mouvement, il y a quand même un certain nombre d'incohérences. Le mouvement pour Aristote, qu'est-ce que c'est? C'est finalement quelque chose de naturel. Naturellement, les objets, la matière, est au repos. L'état naturel, c'est le repos. Si je ne bouge pas, si je ne me lève pas de ma chaise, là, je suis a priori au repos. Et puis, le mouvement, il est déclenché par un moteur. Par exemple, moi je suis un être vivant, donc c'est mon intention qui va être le moteur. Si une pierre se meut, c'est parce que je la pousse ou parce que je la lance. Si une balle se meut, c'est parce que je la lance à quelqu'un, parce que je suis en train de faire un foot, etc. Donc, pour Aristote, c'est parfaitement rationnel. Les choses sont d'abord au repos et il leur faut un moteur, une impulsion pour être en mouvement. De plus, ce qu'on peut observer du mouvement sur la Terre nous conduit à penser que nous sommes sur une surface, sur un espace qui semble au repos, parce que nous ne ressentons pas le mouvement. Si nous restons immobiles, nous ne ressentons pas de mouvement. Aristote dit aussi, une espèce d'hypothèse comme ça, de représentation mentale. Imaginons que nous soyons sur un bateau. Si je fais tomber une pierre du haut du mât d'un bateau, représentez-vous un bateau pirate, pensez à vos vieux jouets, du haut du mât on fait tomber une petite pierre. Si elle tombe à la verticale, eh bien c'est que la Terre ne bouge pas, précisément, parce que sinon sa chute serait déviée. Voilà, première chose chez Aristote. Alors évidemment la chute peut être déviée par d'autres facteurs, par le vent, par la manière qu'on a eu de lancer la pierre, etc. Mais dans notre hypothèse schématique, scientifique, a priori, si la pierre peut tomber droit, et on peut faire l'expérience, même si celle-ci ne nous apprend rien parce qu'il y a d'autres facteurs qui vont agir sur la pierre. Si la pierre peut tomber droit, c'est que l'espace autour de la pierre n'a pas bougé en quelque sorte. Voilà, d'autre part, c'est très important, comment se fait-il que le mouvement ne soit pas ressenti par les hommes s'ils vivent sur une surface qui est continuellement en mouvement?
C'est pour toutes ces raisons, pour toute la question du mouvement chez Aristote, qu'on va, dans l'Antiquité grecque, entre ces deux hypothèses, qui toutes les deux existent, privilégier l'hypothèse géocentrique. Alors, on pourra se demander quelle sorte de représentation du monde ça implique. Comment est-il possible qu'on en vienne à une hypothèse scientifique de cette sorte? Donc là, ce qui est important, c'est de vraiment comprendre que c'est une hypothèse scientifique. C'est une hypothèse scientifique qui implique une certaine représentation du monde. La représentation selon laquelle le ressenti humain est important et il faut qu'il soit expliqué, alors même qu'on a dit que l'observation humaine n'était pas fiable, hein, c'est un petit peu paradoxal. Cette représentation du monde, elle se fonde aussi sur la représentation que se font à ce moment-là les Grecs de l'univers. Pour les Grecs, l'univers n'est pas particulièrement infini, en tout cas pour Ptolémée, en tout cas pour Aristote. C'est pas pour tous les Grecs d'ailleurs, hein, du tout, mais pour ceux qui vont finalement permettre de privilégier l'hypothèse géocentrique, l'univers, c'est même pas un mot qui existe. Hein. Faut toujours faire attention à ça, hein, quand on lit des textes anciens, quand on parle de textes anciens, il y a des mots qui existent à certaines époques et à d'autres pas du tout. Et à l'époque de Ptolémée, la question de l'univers, elle se pose en termes de cosmos. C'est le mot grec, c'est pas forcément un mot que tous les auteurs vont utiliser, d'autres ont une vision un petit peu différente du cosmos, hein, comme les atomistes. Mais en tout cas, chez Aristote, le cosmos, c'est quelque chose qui est plutôt fermé, avec un monde sublunaire et un monde supralunaire, un monde humain et un monde qui est au-delà de l'humain. Donc il y a bien un monde auquel je n'accède pas, il y a bien un monde qui nous dépasse, mais la perspective n'est pas du tout infinie. Et dans le cadre de cette perspective qui n'est pas infinie, si quelque chose est fini, eh bien cette chose, elle a un début et une fin. Si elle a un début et une fin, peut-être qu'elle est faite avec une certaine harmonie. De plus, s'il y a une création du monde, en quelque sorte, il y a une harmonie dans la constitution du monde, et donc il serait assez légitime de supposer qu'il y a des choses qui sont centrales et d'autres qui ne le sont pas, qu'il y a une harmonie qui est toujours valable. Alors on va voir que finalement, en changeant de paradigme, le modèle de Galilée, il est encore plus harmonieux, hein, donc ça c'est amusant, cet argument-là finalement, il peut tout à fait continuer à être valable. Et vous allez le voir, hein, la physique d'Aristote n'est pas disqualifiée complètement par Galilée en fait. Il se sert d'un certain nombre de choses. Il y a des éléments dans la physique d'Aristote qui sont tout à fait valables, hein, sur la question du vide par exemple, ou sur d'autres questions. Hein. Donc c'est pas du tout qu'en science on se trompe, puis on trouve la vérité, et comme par hasard la vérité c'est celle de notre époque, c'est pas du tout ça. On ne se trompe pas, on fabrique des hypothèses qui dépendent complètement de la manière dont on est capable à un certain moment de se représenter le monde, et puis quand notre représentation du monde elle évolue, on est capable aussi de faire évoluer notre hypothèse. L'hypothèse précédente n'est pas nécessairement fausse, elle est incomplète, elle est peut-être dépassée, on peut la compléter, on peut corriger certaines choses, mais il y a des choses qui sont tout à fait valables, donc on passe pas de l'erreur à la vérité scientifique, hein, c'est pas du tout ça, on passe d'hypothèses de plus en plus complexes, et c'est quelque chose qui est jamais terminé, hein. La science ne s'arrête pas du tout à Galilée, voilà, ça serait quelque chose de particulier, d'impensable. Alors, la représentation du monde, du coup, qui est celle des Grecs, va peut-être aussi, en retour, dépendre du système de Ptolémée. On est capable de se représenter l'univers fini et la Terre comme un astre central parce que Ptolémée a décrit ce système, hein, qui, encore une fois, est très joli, hein, un document que vous avez en pièce jointe. Voilà, ça, c'est la représentation du monde géocentrique. Et même si ça n'est pas la seule représentation du monde possible à l'époque, c'est la représentation qui est la plus souvent convoquée, qui va être celle qui va être privilégiée dans une certaine école philosophique, en tout cas d'après les sources qu'on a, parce qu'on n'a pas toutes les sources en fait, hein, de l'Antiquité grecque ou de l'Antiquité arabe, hein, bien au contraire. Et puis, cette hypothèse, elle va durer très très longtemps en fait. Elle va être remise en question par un certain nombre de scientifiques, au premier chef desquels d'abord Copernic. À peu près un siècle avant Galilée, Copernic reprend l'hypothèse héliocentrique qui existe déjà avant lui. Simplement, le problème de l'hypothèse héliocentrique, c'est qu'on a des difficultés à l'argumenter.
Alors, Copernic n'argumente pas comme Galilée à propos de la question du mouvement. Il essaye de comprendre comment peut se faire la révolution des sphères. Et pour ça, il va construire une théorie mathématique, qui est la théorie des équants, qui permet de dire que une sphère peut tourner autour d'un axe qui n'est pas central, parce que ça rentre en conformité avec les calculs, avec les résultats mathématiques qu'il lui faut pour défendre l'héliocentrisme. Donc vous voyez, on essaye en fait de trouver des démonstrations pour valider ce qui est peut-être une hypothèse, une croyance ou une intuition. Ce qui va en fait totalement changer la représentation scientifique du monde, c'est Galilée. Pourtant Galilée n'invente pas l'hypothèse héliocentrique en fait, hein. Elle existe déjà chez les astronomes arabes, elle existe déjà chez Copernic et Galilée connaît ces écrits de Copernic. Ce qui va changer, c'est la manière dont Galilée est capable de se représenter le système des astres. Galilée va donner une explication scientifique, donc pas du tout, pas en fait moins basée sur l'observation que sur le raisonnement. Donc une véritable explication qui convoque la science et qui fait que son modèle, il va le présenter comme tout aussi valable que le modèle géocentrique. Alors, on va lire Galilée, on va le découvrir, vous allez voir, en fait, pour vous donner quelques éléments d'explication, parce que les passages que je vous ai sélectionnés ne sont pas forcément très difficiles à lire. Ce sont des passages qui ne sont pas mathématiques, ce sont des passages qui utilisent un certain nombre de métaphores, et donc on peut très bien se représenter les choses avec ce genre de passage de Galilée. Galilée va dire, eh bien, si on arrive à démontrer... il faut travailler sur la question du mouvement pour travailler sur la question du mouvement des astres. En fait, il a une démarche logique. Je veux comprendre le mouvement des astres, comment les astres se meuvent, comment les étoiles, comment les planètes se meuvent. Donc je vais d'abord me demander ce que c'est que le mouvement. Est-ce que le mouvement est bien ce qu'Aristote a décrit, qui est parfaitement vraisemblable, qui correspond finalement à la manière dont un homme est capable de se représenter le mouvement. Si je ne me lève pas, a priori je suis immobile. Je suis évidemment pas tout à fait immobile parce que je suis jamais immobile, mais bon, on comprend bien l'idée. Est-ce qu'Aristote, finalement, a une perception du mouvement qu'on ne pourrait pas faire évoluer, finalement? En tout cas, Galilée se dit, finalement, je ne vais pas construire des théories mathématiques, des calculs qui vont valider mon hypothèse. Je vais procéder autrement. Je vais me demander, qu'est-ce que c'est que le mouvement? Et peut-être qu'en me demandant qu'est-ce que c'est que le mouvement, je vais trouver une définition du concept de mouvement. C'est pas une définition, pardon. Je vais trouver une manière de décrire le concept du mouvement, qui n'est qu'un concept humain au fond, du scientifique humain. Quand je vais essayer de décrire ce concept du mouvement, peut-être que si mon concept est juste, très logiquement, je vais pouvoir donner une hypothèse valable du mouvement des astres. Et pourquoi pas valider l'hypothèse héliocentrique, qui paraît quand même à Galilée beaucoup plus probable, probante, qui permet davantage d'expliquer notre monde que l'hypothèse géocentrique. Donc là, on est dans une démarche scientifique. Galilée va se poser la question du mouvement. Et il va dire finalement, est-ce qu'il n'y a pas des mouvements qui existent alors même qu'ils ne sont pas ressentis? Je donne un exemple tout bête. Quand je disais, si je ne me lève pas, mon corps est immobile, c'est pas vrai. Mon corps n'est pas immobile. Mon cœur est en train de battre. Je ne le perçois pas, voilà, sauf si je prends mon pouls, je ne sais plus trop où. Mon corps n'est jamais immobile en réalité. De la même façon, Galilée va dire, et ça c'est l'un des textes que je vous ai sélectionnés, quand vous êtes à bord d'un bateau, alors vous et moi on n'a peut-être pas souvent pris le bateau, par contre on a pris le train, qui est l'exemple qui sera ensuite pris par Einstein. Alors je vais prendre l'exemple du train. Vous avez tous pris le train, vous allez tous prendre le train. Quand on prend le train, par exemple le TGV, ça c'est intéressant comme exemple, le TGV, quand on prend le TGV, on n'a pas du tout l'impression d'être autant en mouvement que ne l'est le TGV. Il y a des moments où c'est parfaitement immobile. Quand on écrit dans le train, il y a des moments où on peut écrire parfaitement bien. Puis bon, quand le train s'arrête, là, hop, le stylo dévie parce qu'il y a un arrêt brusque, parce qu'il y a une rupture dans le mouvement. Mais le mouvement du train n'implique pas que nous soyons en mouvement de la même façon que le train. Alors du coup, Galilée va dire, finalement, on voit bien avec cet exemple qu'il y a des mouvements qui peuvent exister, même si je ne les ressens pas au fond.
Encore une fois, se dire que l'homme doit nécessairement ressentir le mouvement pour que le mouvement existe, c'est privilégier l'observation et l'expérimentateur, comme si l'expérimentateur pouvait être finalement un expérimentateur parfait, comme si notre manière de recevoir le monde correspondait exactement à la manière dont le monde fonctionne, ce qui évidemment n'est pas le cas. On sait bien qu'il y a des choses dans le monde qu'on ne se représente pas du tout. On en fait cette expérience régulièrement. Je sais bien qu'il y a un tas de pays dans le monde et pourtant je sais bien que tous ces pays je ne les ai pas visités. Donc je sais bien que mon expérience, même si là c'est très contingent, hein, mais peu importe, si je fais, je ne sais pas, quelques milliers de kilomètres en avion, assez rapidement, je ne vais peut-être pas percevoir que ce sont des milliers de kilomètres comme si je les avais fait à pied, ce qui est probablement pas possible d'ailleurs. Donc je ne vais pas percevoir les choses comme elles sont, quoi qu'il en soit. Donc ce n'est pas parce que l'homme ne perçoit pas le mouvement que le mouvement n'existe pas. Et en fait, du coup, Galilée va en venir à dire, finalement le mouvement, c'est une chose qui est ressentie ou non. Le mouvement, ça n'est pas quelque chose qui existe en soi, en fait. Dans le train, si le train s'arrête, je suis en mouvement. Je vais peut-être être projetée vers l'avant. Quand on freine brutalement en voiture, on est projeté vers l'avant. Alors que si la voiture roule à une vitesse tout à fait constante, on est capable d'être à peu près immobile, il n'y a pas de problème. On ne ressent pas qu'on roule à 90 km/h ou à 130 km/h, etc. Donc, le mouvement, en fait, peut ne pas être ressenti. Et donc finalement, Galilée va en venir à cette hypothèse qui est finalement une hypothèse de la relativité du mouvement. Il va dire, finalement, les corps sont peut-être naturellement en mouvement, ils ne sont pas du tout naturellement au repos. En revanche, le repos, c'est une chose que l'on ressent et que l'on peut ressentir même s'il y a du mouvement. Galilée va dire, qu'est-ce que c'est que le mouvement ? Le mouvement, c'est... Qu'est-ce que c'est que le mouvement ? Le mouvement, c'est une chose relative pour Galilée, en fait. Le mouvement est ressenti. En fait, finalement, pour Galilée, l'idée, je vais essayer d'être claire, c'est que le mouvement est une chose naturelle, que les corps sont en mouvement, quoi qu'il en soit, comme notre corps est en mouvement, comme la Terre est en mouvement. Simplement, un mouvement partagé n'est pas ressenti. Il est comme nul. Ça ne signifie pas que les corps soient au repos. Quand je suis dans un train qui roule à vitesse constante et que mon cœur bat, je ne ressens ni la vitesse du train, ni mon cœur qui bat. En revanche, quand le train s'arrête, donc quand le mouvement n'est plus partagé en quelque sorte, alors cette illusion de l'état de repos disparaît et je ressens le mouvement. Au fond, le mouvement, pour Galilée, c'est une chose relative. Un mouvement partagé par plusieurs corps, c'est ce qu'on appelle le repos, mais ça n'est pas réellement scientifiquement le repos. Et un mouvement qui n'est pas partagé par les corps va être ressenti comme mouvement. Si je partage le mouvement du train, je suis dans le train, c'est comme si j'étais au repos. Comme évidemment le train, le bateau, c'est une métaphore en fait de l'astre, de la Terre. Quand je suis sur Terre et que la Terre se meut, je ne ressens pas ce mouvement. C'est comme si j'étais au repos, alors même que ce mouvement il existe. Pourquoi ? Parce que ce mouvement il est partagé, parce qu'il n'y a pas de rupture dans ce mouvement, parce que ce mouvement il est partagé parce qu'il est constant, parce qu'il se fait à vitesse constante. Ce mouvement, comme il se fait sans cesse, comme il n'y a pas de rupture, comme il est constant, à peu près comme la vitesse d'un TGV, qui n'est pas exactement constante d'ailleurs. On ne sait pas en fait si un mouvement complètement constant, ça n'existe finalement pas que dans une théorie, mais peu importe, un mouvement constant ne va pas être ressenti par les corps qui vont participer à ce mouvement sans aucune rupture. L'exemple du TGV ou du bateau, c'est un bon exemple parce qu'on a à la fois la possibilité de penser un mouvement constant et un mouvement qui change quand le TGV s'arrête, quand le bateau s'arrête, quand il y a un naufrage, quand il y a un accident, quand il y a un arrêt en gare, etc., quand il y a un ralentissement parce que le TGV est encore en panne, etc. Donc, un mouvement constant n'est pas ressenti. Ça veut dire qu'on est en mouvement même si on ne le ressent pas. Ça veut dire que quelque part, peut-être le repos n'existe pas, que le mouvement partagé, c'est ce que nous, on aurait tendance à considérer comme étant le repos, et un mouvement qui n'est pas partagé, je suis dans le mouvement du TGV et puis hop, le TGV s'arrête,
c'est un mouvement qui va être ressenti. Mais comme la Terre ne s'arrête pas, je ne ressens pas son mouvement. Donc la révolution ici chez Galilée, c'est de se dire le repos n'est pas l'état naturel des corps sous prétexte que je ressens le repos. C'est le mouvement qui est l'état naturel des corps parce que peut-être en fait que la matière est toujours en mouvement. Le corps vivant est toujours en mouvement, ça c'est facile, le vivant, un cœur qui bat, un organisme, etc. Mais même la matière qui est inerte, comme la terre, etc., elle va être en fait en mouvement. Et ce mouvement qui est peut-être en fait l'état naturel des corps, il est ressenti à partir du moment où le mouvement n'est pas partagé, un brusque arrêt par exemple qui est surprenant, une chute, par exemple si je suis sur terre je ne ressens pas le mouvement de la terre, mais si je saute, je sais pas, je saute, pourquoi faire, je fais du saut en hauteur, tiens, et bien là évidemment je vais ressentir le mouvement puisque c'est une rupture par rapport au mouvement partagé de la terre que je partageais comme étant un état de repos. Donc la nature des corps, c'est peut-être d'être en mouvement. Et les corps ne se ressentent en mouvement que quand le mouvement avec ce dont ils dépendent n'est simplement plus un mouvement partagé. Donc la représentation finalement astronomique de Galilée, elle dépend d'une représentation qui est mathématique. Je ne peux pas me représenter le monde sans faire évoluer d'abord ma représentation mentale. Et c'est pour ça aussi que cette représentation, que cette révolution scientifique, elle va être si importante. C'est parce qu'elle montre qu'on est capable de se représenter le monde autrement. Que peut-être on est de plus en plus capable de se dire, tiens, notre système de référence a changé. Peut-être que la manière dont je me représente le monde ne correspond pas exactement à la manière dont le monde fonctionne. Ce qui est une chose qu'en théorie on savait, mais on n'était pas capable de se représenter peut-être cette chose-là de façon aussi évidente pour des choses aussi importantes parce que quelque part il y a une représentation du monde qui ne se fait pas. Il y a des choses qu'on a toujours du mal à se représenter et qui dépendent de notre représentation du monde. Alors, je reformule juste un peu sur le mouvement parce que ça va vous permettre de lire très très facilement Galilée, en fait, qui est très pédagogue dans le texte que j'ai choisi, qui est le dialogue. Voilà, pour Galilée, le mouvement et le repos sont relatifs. Ça veut dire qu'ils ne sont pas absolus. Ça veut dire qu'ils n'existent pas par eux-mêmes. Ça veut dire que si le mouvement est l'état naturel des corps, c'est pas une rupture dans l'ordre des choses. Est-ce qu'on peut même appeler ça mouvement d'ailleurs? C'est pas une rupture dans l'ordre des choses, c'est peut-être l'état normal des choses. Et puis le repos n'est pas l'état normal des choses, puisqu'au fond, peut-être tout est en mouvement. En tout cas, il y a des mouvements qui ne sont pas ressentis et qui existent parfaitement, comme le mouvement de la Terre, le mouvement de mon cœur qui bat, le mouvement du TGV quand il est lancé à 300 km/h, le mouvement du bateau qui va de Chypre à Alep, je crois, dans les textes qu'on va lire, dans l'exemple qui est convoqué par Galilée, les trains, dans la représentation qui sera celle d'Einstein, à laquelle je fais juste allusion. Donc, le repos et le mouvement ne sont pas des absolus, ce sont des choses qui sont relatives l'une à l'autre et on ne peut pas penser le mouvement sans penser finalement cette relativité. Et finalement, le mouvement étant relatif, finalement, le mouvement partagé n'étant pas ressenti, le mouvement étant relatif aux corps qui peuvent le percevoir, le mouvement étant relatif aux corps qui le partagent, en fait c'est ça l'idée. Un mouvement partagé n'est pas ressenti, donc il n'y a aucune raison qu'on ressente le mouvement de la Terre, il n'y a aucune raison qu'il y ait une déviation de la pierre qui tombe du mât d'un bateau, et donc on est capable de dépasser ce point de la physique d'Aristote, parce qu'il y a des points de la physique d'Aristote, j'insiste, contrairement à une certaine doxa, la physique d'Aristote elle est intelligente, et il y a des points qui sont toujours parfaitement valables. Aristote pense déjà à la question du vide, etc., c'est très intéressant, mais enfin, dans la question du mouvement, en tout cas, avec Galilée, on est capable de se dire, ça n'est pas parce qu'une chose est ressentie ou non ressentie qu'elle existe comme telle. Ça n'est pas parce qu'une chose n'est pas démontrable ou observable qu'elle n'est pas un modèle scientifique parfaitement valable. Donc, comment notre représentation du monde a évolué par rapport à ça? D'abord, on va se poser la question inverse peut-être. Comment ma représentation du monde me permet d'expliquer le monde? C'est ça la première question qui va se poser chez Galilée. Vous avez bien compris que l'Antiquité grecque était parfaitement
au courant de l'hypothèse héliocentrique. Ce n'était pas une chose cachée. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y avait débat et études scientifiques, parce qu'on avait deux hypothèses concurrentes. Et à l'époque de Galilée, c'est pareil, on a deux hypothèses concurrentes. Pourquoi les Grecs ont privilégié l'hypothèse géocentrique? Peut-être pour des motifs qui sont purement historiques, hein, peut-être du fait aussi de la célébrité de la physique d'Aristote, du grand personnage d'Aristote, etc. Peut-être c'est culturel, hein, simplement. C'est Pythagore qui a des liens beaucoup avec les astronomes arabes, mais peut-être moins d'autres savants. Donc peut-être que ce sont les hasards de la manière dont se constitue notre culture dans l'histoire. Enfin là c'est la culture grecque, mais bon, peu importe. Peut-être qu'il y a ça, peut-être que ça dit aussi autre chose, peut-être que finalement il y a toujours une difficulté pour les hommes à penser un monde qui leur échappe. Plus ils sont capables finalement de penser un monde qui leur échappe, par exemple par la modélisation mathématique, par exemple par la théorie physique, comme chez Galilée, plus ils vont être capables de penser une représentation scientifique du monde qui est contre-intuitive et qui peut-être pourtant sera parfaitement juste. Je disais au début de la vidéo, le cosmos grec, il est connu pour être plutôt quelque chose de très harmonieux, qui a un début et une fin. Le paradigme de Galilée, il est très harmonieux en fait. Galilée dit finalement l'hypothèse géocentrique, elle est valable, l'hypothèse héliocentrique, elle est valable. Pourquoi faudrait-il privilégier la mienne, l'hypothèse héliocentrique? Parce que c'est plus simple quand même si toutes les planètes et toutes les étoiles fonctionnent de la même façon que si on a toutes les planètes qui sont en mouvement, sauf la Terre. S'il y a des règles, des lois de la physique, s'il y a des règles au sein de la nature, il est quand même plus simple qu'il n'y ait pas d'exception à la règle, parce que ça signifie que les lois qu'on est capable d'imaginer ont une valeur, peuvent être vraies, peuvent être de bonnes explications du monde. Alors que ce serait quand même coûteux intellectuellement de se dire toutes les planètes se meuvent sauf la Terre. Alors il faudrait trouver pourquoi il y a une exception. Donc Galilée va dire mon hypothèse elle est à privilégier parce qu'elle a le mérite de la simplicité au fond. C'est plus simple d'avoir un modèle physique toujours valable, c'est plus intelligent aussi, hein, ça amène plus vers le vrai, parce que la vérité c'est quelque chose qui, s'il n'est pas universel, n'est pas la vérité en fait, hein. Donc Galilée va dire, je ne suis pas du tout sûre de ce que j'avance, je trouve mon hypothèse géniale, et puis mon hypothèse a quand même le mérite de la simplicité, donc du coup peut-être qu'on va la privilégier simplement parce qu'elle permet de tout expliquer à partir de la même hypothèse. Alors que dans l'hypothèse de Ptolémée, dans l'hypothèse de Copernic, je me heurte à des difficultés théoriques, mathématiques sans fin, et que au fond, ça n'explique pas tout. Donc en fait, ce n'est pas parce que Galilée est sûr d'avoir trouvé la vérité que son modèle va être privilégié, c'est d'abord parce qu'on commence à être capable de le penser, parce qu'on commence à se représenter le monde d'une autre manière, on commence à ouvrir les frontières du monde, hein, c'est ça l'idée, et puis parce que son modèle est pensable, simplement pensable, parce qu'il a le mérite de la simplicité. Donc on voit que ce sont nos idées sur le monde qui évoluent et qui font évoluer notre capacité à penser le monde, hein. C'est vraiment ça qui est très très important aujourd'hui. Et cette capacité scientifique qu'on a à penser le monde, cette théorie scientifique qui nous est permise, elle va forcément faire évoluer notre manière de nous représenter le monde connu. Il y a probablement une différence, mais on a des difficultés à l'imaginer parce qu'on n'a pas connu l'Antiquité grecque réellement en tant qu'épisode biographique. Comment je pouvais penser mon existence dans un monde fini et comment aujourd'hui je peux penser mon existence dans un monde infini. Ça pose un tas de questions. Je ne sais pas du tout comment ça peut faire évoluer ma représentation du monde, mais si on prend un autre exemple, si on prend l'exemple de la mort, si je me représente la mort simplement comme une autre forme de vie, je ne pense pas à la mort. Si je pense la mort comme la privation de la vie, comme une fin, j'ai une pensée de la mort qui va faire évoluer ma représentation de l'existence. Si je pense la mort ou si je ne pense pas la mort, ma représentation de l'existence, elle va évoluer. De la même façon, parce que c'était qu'un exemple, si je pense que l'univers autour de moi est infini, ça me donne une forme de vertige métaphysique. Si je pense qu'autour de moi l'univers est fini et bien organisé, j'ai quand même quelque chose qui me donne moins le vertige, qui me semble rationnel, qui me semble pensable. Alors que là, on est face quand même à un univers impensable. C'est très difficile pour les hommes d'imaginer peut-être cette hypothèse en fait à laquelle va nous ouvrir toute la physique moderne. La matière a toujours été, elle n'a ni début ni fin,
L'univers n'a pas de frontières, il est infini, intemporel, il existe, et nous avons des difficultés à penser cette idée de l'infini, parce que nous avons un début et une fin, et tout ce que nous faisons a un début et une fin. Notre discours, notre cours, nos activités ont un début et une fin, alors que l'univers et la matière probablement n'en ont pas. Ma mort sur un plan individuel est une fin. Au plan de l'ensemble des vivants, elle n'est pas une fin. Les qualités du cadavre vont nourrir des plantes, etc. Donc voilà, cette manière de penser l'infini va faire évoluer ma perception du monde et va être un effort supplémentaire qui va me donner un vertige métaphysique, et d'une certaine manière, ma manière de penser le monde va m'ouvrir à un certain nombre de questionnements, à un certain nombre de perspectives que je n'avais pas. Il me semble que c'est pas si évident. Il me semble que malgré Galilée, d'abord tout le monde ne connaît pas Galilée, ensuite j'ai pas du tout la prétention de connaître Galilée et Ptolémée comme un scientifique pourrait le faire, donc c'est vraiment des explications que je vais pas hésiter à corriger dans la deuxième vidéo de lecture si besoin, mais en tout cas j'essaye de vous donner un ensemble de pistes qui vous permettent quand même de penser un peu ce qui s'est passé, en fait, comment on passe d'une hypothèse à une autre hypothèse, et il est bien clair que avoir l'hypothèse d'un univers infini, avoir l'hypothèse d'un mouvement qui existe même si je ne peux pas le ressentir, ça donne le vertige. Ce vertige qu'on ressentait intuitivement quand on regardait les astres un soir de ciel clair à la campagne, etc., que peut-être les hommes ont toujours observé et ressenti, du coup, cette espèce de vertige, cette espèce de fascination pour le ciel étoilé. Et en même temps, ça va faire évoluer notre perception du monde. Le monde n'est pas aussi limité que je ne le suis, ce qui fait évoluer notre perception de l'existence et de la mort, par exemple. Les choses ne sont pas aussi finies que je le suis, ça donne le vertige, et ça place l'homme finalement d'une certaine manière dans un autre monde. Sa représentation du monde ne peut qu'évoluer. L'homme est forcément plus le centre du monde. Est-ce qu'il l'a déjà été? Il ne l'était pas pour les Grecs au sens de l'ego, hein, la manière de se poser comme identité originale au centre du monde, ça n'existe pas chez les Grecs. Mais cela dit, dans une représentation, je ne sais pas moi, moyenâgeuse par exemple, ou même de l'Antiquité grecque tardive, dans laquelle finalement le monde pensé par les hommes est le monde pensable, ici on a le monde qui devient pensable pour la science est un monde impensable pour les hommes en quelque sorte, parce que je ne suis pas capable de penser l'infini à l'échelle individuelle. Je peux dire cette phrase rationnelle, la matière n'a ni début ni fin, elle existe de tout temps et probablement elle est en mouvement, c'est son état naturel, etc. Mais concrètement, ça ne correspond pas du tout à mon expérience de l'existence. Donc même si je peux dire cette phrase, même si je peux émettre cette abstraction scientifique, je ne la ressens pas, je n'en fais pas l'expérience. Donc ça fait évoluer ma conception du monde, évidemment, ça la fait travailler, c'est assez fascinant, mais c'est pas pour autant quelque chose que les hommes peuvent se représenter à l'échelle individuelle. Donc ce nouveau paradigme scientifique, donc nouveau du XVIIe siècle, mais qui est toujours valable, non pas parce qu'on ne peut pas aller plus loin que Galilée, parce que c'est pas vrai. Tous les écrits de Galilée ne sont pas exactement des écrits comme un manuel de physique, hein. Vous allez voir dans le texte, il y a des choses qui sont très métaphoriques, des choses qui sont très pédagogiques, très drôles aussi parfois, hein. C'est pas du tout comme lire un manuel de physique, pour le dialogue en tout cas. Oui, voilà. Et puis donc du coup, enfin voilà, le modèle de Galilée, c'est pas qu'il peut pas être amélioré, en fait il l'a largement été, c'est que Galilée a ouvert comme ça la voie à un certain nombre d'études que vont valider Newton, Einstein, qui vont aller beaucoup plus loin que Galilée bien entendu, mais qui probablement n'auraient pas émis les mêmes idées sans Galilée. Donc Galilée, c'est vraiment une espèce de point de départ de la physique moderne qui commence à émettre des hypothèses qu'elle n'est pas capable de se représenter concrètement, qui existent simplement d'un point de vue rationnel et mathématique, et qui sont des hypothèses de l'ordre de la croyance, hein, c'est ce que dit clairement Einstein, hein, je me meus dans un univers de croyances, mais j'adore mes croyances, hein, pas de problème. Donc ça fait quand même évoluer notre perception du monde, d'un monde connu et rassurant qui a un début et une fin, à un monde finalement peut-être plus inconnu, en tout cas plus difficile à se représenter, plus inconnu parce que Galilée nous dit lui-même, c'est une hypothèse, mon hypothèse, avouez quand même qu'elle a le mérite de la simplicité et d'une explication assez totale, mais
bon, si vous voulez la faire évoluer, allez-y. Voilà, c'est la même chose finalement voilà, chez Einstein. Hein. Notre représentation du monde qui est basée sur quelque chose de plus incertain finalement, de plus sceptique, de moins ressenti, de moins concret et qui montre que la manière humaine de percevoir le monde ne correspond pas du tout à la manière dont le monde fonctionne, ça donne le vertige, ça modifie complètement la manière dont les hommes se représentent le monde. Alors, si je reformule, pour pas que cette vidéo soit trop longue, en passant donc là vous pouvez avoir, je peux vous donner plein de documents là-dessus, hein, c'est pour ça que j'ai pas trop détaillé dans la vidéo, et puis on va lire ensemble Galilée, c'est plus essentiel que des documents d'ailleurs. On est passé donc d'une description très rapide de l'hypothèse géocentrique à l'hypothèse héliocentrique pour montrer deux choses à propos des représentations du monde. Comment c'est ma représentation du monde, subjective, partielle, humaine, qui va écrire la science. Comment je ne peux pas devenir scientifique sans être assis sur une représentation du monde particulière. Je ne peux pas écrire la science au-delà de ce que je suis capable de me représenter du monde. Et ensuite, à l'inverse, comment les représentations du monde auxquelles la science nous invite vont faire évoluer notre perception du monde. Et j'aimerais bien du coup, avant qu'on lise Galilée, parce que l'objectif là, pour le programme d'humanité, c'est pas du tout de faire de la science, hein, ici. Après, je sais que vous aimez, hein, vous aimez ces choses-là, vous aimez aller loin dans les concepts philosophiques, hein, c'est rigolo. On peut aller encore beaucoup plus loin là-dedans, mais notre point de départ, c'était quand même, et avant de lire précisément Galilée, j'aimerais bien que vous réfléchissiez à cette question. Qu'est-ce que ça change pour l'homme de se représenter comme étant dans un monde clos, organisé, harmonieux, dans lequel il a des réponses, dans lequel il sait ce qui se passe après la mort, dans lequel il sait ce qui se passe du point de vue des astres où il croit le savoir. Et quand on passe de ça à un univers qui est infini, qui était là avant nous, qui le sera toujours, qui n'a ni début ni fin, contrairement à nous, qui est toujours en mouvement même si on ne le ressent pas, un univers qui nous dépasse et qui est infini, comment, à votre avis, est-ce que passer du monde clos à l'univers infini peut modifier la perception que l'homme a de son existence? J'aimerais beaucoup que vous réfléchissiez à cette question. Je vais la noter du coup dans vos devoirs à faire. Comment la perception que l'homme se fait, je reformule. Comment passer grâce au modèle scientifique, grâce à ce que nous proposent les scientifiques, quelque part du monde clos à l'univers infini, va faire terriblement évoluer la représentation que l'homme se fait de l'existence. Voilà, bonne écoute, en espérant ne pas avoir dit trop de bêtises, hein, parce que j'ai pas un doctorat en physique. Je vous souhaite une bonne journée, et puis je vous envoie les petits documents comme promis, et prochaine vidéo, on fait une petite lecture de Galilée ensemble.